Une peine de principe, 3 000 francs d'amende avec sursis pour la mère de famille qui avait volé de la viande pour ses enfants. L'église de Scientologie s'intéresse à l'éducation nationale. Elle a fait parvenir des brochures gratuites pour aider les enseignants dans plusieurs villes de France. Bernard Tapie en semi-liberté, le tribunal vient de lui accorder le droit de travailler dans la journée. Allergies de printemps, elles sont en avance. Les pollens sont plus présents dans l'air pour cause de sécheresse. Madame, Monsieur, bonsoir. La Cour d'appel de Poitiers a prononcé ce matin une peine de principe contre la jeune mère de famille qui avait volé de la viande dans des supermarchés par nécessité, affirme-t-elle. En première instance, elle avait été relaxée. En appel, les juges lui ont infligé une sanction de principe, 3 000 francs d'amende avec sursis. Reportage Thierry Curtet, Stéphane Chopin. Françoise ne veut inspirer ni pitié ni compassion, alors elle se cache derrière une mantille pour rester anonyme. Elle ne demande qu'un peu de compréhension. Et la justice, dans un premier temps, l'avait entendue. Elle jugeait Françoise parce qu'elle avait volé de la viande dans un supermarché pour nourrir ses enfants. Elle l'avait relaxée. Françoise avait fait toutes les démarches possibles avant de tomber au bout du rouleau. Je suis au minimum avec un complément d'acidique. J'ai malheureusement pas été entendue. Par 2 fois, je suis allée crier au secours. J'ai pas de dette, mais j'ai pas d'argent. En mois de janvier, j'y retourne. J'ai pas de dette, mais j'ai pas d'argent. Parce que j'ai payé le loyer, l'électricité, le téléphone, l'assurance de la voiture, la vignette, tout. Mais j'ai pas d'argent. Mon frigo est vide. Et les gamins, ils en ont marre des pâtes. Marre des pâtes. Parce que j'aime mes enfants comme toutes les mamans. Et je pense qu'eux aussi, ils ont le droit de temps en temps de manger ce qui leur plaît. Alors je n'ai pas pris du parfum ou je n'ai pas pris quelque chose qui était inutile. Non, j'ai pris de la viande et du poisson. Et par 2 fois, je suis venue au tribunal. Des pâtes, ce n'est pas rien à reconsidérer la cour d'appel aujourd'hui. À ses yeux, Françoise n'était pas dans un état de nécessité, mais seulement dans un état de besoin. En volant de la viande, elle a voulu améliorer son ordinaire, a estimé la justice. En fait, le tribunal de Poitiers n'a surtout pas voulu créer de précédent. Françoise a donc été condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis. La grève des internes des centres hospitaliers universitaires. Une nouvelle séance de travail a eu lieu aujourd'hui au ministère des Affaires sociales à Paris pour l'intersyndicale. Bien que la négociation ait avancé sur certains points, cela reste insuffisant. Sur le terrain, il y a eu de nouvelles opérations spectaculaires aujourd'hui, mais dans les centres hospitaliers universitaires qui restent majoritairement en grève, 17 sur 26, on commence à percevoir quelques signes d'essoufflement. Le travail va reprendre notamment à Clermont-Ferrand et il a déjà repris à Toulouse. Reportage Muriel Lassaga, Gilbert Usan. À Toulouse, les internes ont bel et bien repris le travail. Tout signe extérieur de grève étant désormais mis au placard. Dans les 2 CHU de la ville, la grève s'est révélée très atypique. Une première mobilisation en mars très forte, satisfaite par l'obtention d'un moratoire de 7 ans pour tout interne désirant s'installer. La grève a alors cessé pour reprendre le 1er avril dernier. Quand on a revoté la grève, donc c'était à une majorité, mais un peu plus modeste, c'était 65%. Mais pour les actions, pour les manifs, tout ça, on n'était pas très nombreux. Je trouve dommage qu'on n'ait pas réussi à mobiliser ni les gens, ni les libéraux, ni personne finalement, ni même nous-mêmes. Ni même nous-mêmes, parce que dans ce deuxième combat, on ne s'est pas mobilisé assez, quoi. Effectivement, seule une 50aine de grévistes s'est réellement mobilisée sur un total de 400 internes. Essoufflement sans doute, peut-être aussi le profond sentiment de ne pas pouvoir en obtenir davantage. Nous souhaitons obtenir une porte de sortie honorable à notre mouvement et un relais à ce mouvement. La porte de sortie est un engagement écrit certainement du gouvernement disant qu'il est d'accord avec nous, puisqu'il nous l'a clairement exprimé, pour que dans 2 ans, quand les cabinets seront informatisés, nous mettions en place un système qui sanctionnera les mauvais prescripteurs. Pendant la grève, la bonne marche des hôpitaux toulousains n'a guère été perturbée. Les urgences ont même enregistré une hausse constante de leurs activités, les grèves de garde n'ayant pas été respectées. Les internes restent néanmoins sur leur garde. Ils n'ont pas l'intention de n'être que des pions sur le grand échiquier de la médecine.
Les compagnies aériennes TAT et Air Liberté seront encore en grève demain avec de sérieuses répercussions sur leur trafic. En revanche, un accord est intervenu aujourd'hui entre les syndicats de routiers et les patrons, ce qui éloigne le spectre d'un mouvement de grève envisagé pour le début du mois de mai. Seule Force ouvrière maintient son appel à une manifestation de protestation pour le 5 mai prochain. Le ministère de l'Éducation nationale s'inquiète des activités de l'église de Scientologie qui a adressé gratuitement à de nombreux établissements scolaires de Grenoble, Lille ou encore Dijon des ouvrages luxueusement illustrés vantant les bienfaits de la Scientologie et de son créateur, l'américain Ron Hubbard, en matière d'éducation des enfants. Jacques Cardoz. Aucun scrupule. La secte inonde désormais les établissements scolaires de sa soi-disant littérature. Signé du fondateur Ron Hubbard, aujourd'hui décédé, l'ouvrage a été envoyé à plus d'1 millier de lycées et collèges de France. Dans le Nord, en Bourgogne, dans la Loire, en Ardèche, dans la Drôme ou en Haute-Savoie, à chaque fois le processus est le même. Un envoi gratuit en espérant que l'ouvrage finira sur l'étagère d'un enseignant. Mais les directeurs d'école ont aussitôt réagi. L'église de Scientologie, on en a quand même beaucoup parlé ces temps-ci. Ils ont appelé le cabinet alerté, d'abord lui aussi informe le cabinet du ministre à Paris, et la décision a été prise d'alerter l'ensemble des établissements par le biais de notre réseau Minitel. Papier glacé, photo couleur, méthode d'éducation annoncée comme infaillible. Les enseignants en ont jugé autrement. La méthode Ron Hubbard devrait finir à la poubelle. S'agissant de revues qui émanent de sectes, je crois que le devoir qui est le nôtre, c'est d'éviter que des jeunes puissent être soumis à des pressions indirectes, mais des pressions quand même, ou des attitudes intellectuelles de ce genre. Donc c'est notre devoir de les stopper. Vigilance, prévient l'Éducation nationale, car l'Organisation mondiale de l'Église de Scientologie utilise bien d'autres méthodes pour convertir de nouveaux adeptes. Comme il l'avait annoncé, l'ancien directeur de cabinet du président Mitterrand, Gilles Ménage, s'est aujourd'hui rendu devant le juge chargé du dossier des écoutes téléphoniques de l'Élysée. Il est venu lui dire sa part de vérité dans cette affaire d'État, passant outre au secret défense qui normalement l'oblige au mutisme le plus complet. Reportage Pascal Doucet-Bon, Denis Pardano. Gilles Ménage avait promis de s'affranchir du secret défense. Encore fallait-il inscrire cette intention sur un procès-verbal devant le juge Jean-Paul Vallat. Au terme de 4 heures d'audition, l'ancien directeur de cabinet de l'Élysée a donné un avant-goût de l'étendue de ses futures révélations. J'ai indiqué avec précision au juge Vallat le nom des personnes figurant dans le dossier qui auraient été écoutées et pour lesquelles je serai en mesure de lui donner des explications plus ou moins précises, suivant les cas, parce que je ne connais pas tous les cas, mais plus ou moins précises, permettant d'identifier exactement les circuits de décision, les motifs qui ont fait que ces écoutes ont été réalisées. J'ai dit que je répondrais précisément au juge concernant 2 noms qui ont été beaucoup commentés par la presse, qui est celui de M. Épi Plenel et celui de Maître Antoine Comte. Outre ces 2 personnes, Gilles Ménage a cité Jean Edernellier. Ses confidences s'arrêtent là pour l'instant. Il répondra en fait sur une dizaine de noms parmi la centaine qui a été évoquée pendant l'audition. Les seuls cas, dit-il, dont il a eu connaissance. Il s'expliquera sur le fond lors de sa prochaine convocation, le 25 avril prochain. Bernard Tapie a obtenu un régime de semi-liberté. Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a pris la décision en fin d'après-midi. L'ancien ministre et homme d'affaires va donc pouvoir travailler dans la journée et retourner coucher en prison chaque soir jusqu'à la fin de sa peine. Naissance aujourd'hui d'un géant de l'industrie mondiale avec la fusion de 2 entreprises françaises, la Lyonnaise des Eaux et la compagnie de Suez, compagnie bancaire. Les 2 patrons, Jérôme Monod pour la Lyonnaise et Gérard Mestralet pour Suez, l'ont annoncé officiellement. Pour la forme, c'est la Lyonnaise qui absorbe Suez, mais c'est le patron de la banque qui deviendra le manager de la nouvelle entreprise. 210 milliards de chiffre d'affaires sur les marchés de l'eau, de la propreté, des déchets, de l'énergie et de la communication. La nouvelle entreprise portera le nom de Suez Lyonnaise. L'actualité internationale, le pape sera demain à Sarajevo, en Bosnie, un voyage reporté une première fois en 1994 pour cause d'insécurité. Aujourd'hui, la paix règne dans le pays, mais le climat n'est pas forcément apaisé, lui. Beaucoup de factions extrémistes en présence, qu'elles soient musulmanes ou serbes, ne voient pas d'un très bon œil ce voyage. Sur place, notre envoyé spécial, Alain Chalon. Jean-Paul II ne sera pas dépaysé longtemps.
C'est la route de l'aéroport qu'il empruntera demain. Elle en dit long sur les combats et les bombardements que Sarajevo a connus pendant 4 ans. La ville semble pourtant reprendre goût à la vie, avec des signes évidents de renforcement de l'islam. Jean-Paul II paraît y être cependant le bienvenu. En tout cas, les rues s'ornent de son portrait et de ses couleurs. Alors, Sarajevo, une ville comme les autres en attente du pape? Pas tout à fait. Ces dernières semaines, 2 églises catholiques ont été l'objet d'attentats à Sarajevo même et d'autres lieux de culte en Bosnie. Mais les autorités affichent leur sérénité. Nous ne pensons pas avoir de problème. Nous sommes prêts à protéger non seulement le Saint-Père, mais aussi tous les pèlerins qui viendront à Sarajevo. À l'archevêché, où les préparatifs vont bon train, on ne veut pas non plus paraître inquiet. Ce matin, on a reçu ici dans l'archevêché un papier écrit par quelques anonymes où on a écrit qu'est-ce que ce diable va chercher à notre cité, pourquoi vient nous visiter. Mais ce sont les extrémistes et je sais de mon expérience, de temps en temps, on reçoit les papiers semblables, les papiers menaçants, mais pas de conséquences. Les forces de l'OTAN, garantes des accords de paix, préfèrent prévenir que guérir. Ce matin, un groupe de soldats italiens accompagnés de policiers bosniaques a ainsi passé au peigne fin la cathédrale, les fleurs, les confessionnaux, les haut-parleurs et même l'autel ont été contrôlés. C'est que les militaires, eux, sont peut-être plus à l'écoute du climat. Les attentats de ces dernières semaines ont certainement fait monter la tension. La Bosnie est malheureusement encore un endroit où cette tension est un mode de vie au quotidien. En tout cas, le stade où se déroulera la messe dimanche ressemble déjà à un camp retranché. La crise entre l'Europe et l'Iran après la mise en cause directe par un tribunal de Berlin du régime de Téhéran. Le ton est encore monté aujourd'hui sur le terrain politique, mais sur le plan des relations commerciales, pour l'instant, aucune sanction n'est envisagée de la part des Européens. Patricia Coste. Le nouveau nid d'espions devant lequel ces Iraniens manifestent n'est plus l'ambassade des États-Unis, mais celle d'Allemagne. Cris, gesticulations, speakers pour entraîner les foules, menaces d'attentats suicides contre les locaux, mais tout cela c'est pour la télévision. Regardez bien, le petit groupe de manifestants qui courent, ce sont des professionnels qui tournent en rond, chargés de sauver la face après le verdict très dur du tribunal allemand qui accuse les principaux leaders de la République islamique de terrorisme d'État. Ils auraient commandité un attentat à Berlin contre des opposants kurdes iraniens. Au diapason de la rue, la classe politique iranienne menace. Plus d'1 siècle de relations brillantes entre l'Iran et l'Allemagne risquent de ne pas être sauvegardées. Or, l'Allemagne est le premier partenaire commercial de l'Iran. Les chefs d'entreprise peuvent s'éponger le front. Ils espèrent que cette tempête diplomatique s'apaisera vite. Je suppose que cela ne pèsera pas durablement sur les relations économiques. Les Russes, eux, n'attendent pas. Boris Eltsine vient de proposer aujourd'hui même de nouveaux contrats au président iranien du Parlement. Et il condamne la décision juridique allemande. Aucun tribunal dans le monde n'a le droit d'accuser un État en tant que tel de terrorisme, vient de déclarer le président russe. Une attitude aux antipodes de celle des Américains qui aimeraient isoler complètement l'Iran, mais qui n'y arrivent pas eux-mêmes. Les Américains disent suspendre les relations économiques et pourtant leurs marchandises sont celles que l'on trouve le plus abondamment sur les marchés iraniens. Le verdict de Berlin est donc avant tout moral et courageux. Il est le premier par lequel une justice occidentale dénonce une implication de l'Iran islamique dans une affaire d'assassinat politique à l'étranger. L'opération militaire européenne en Albanie s'organise. Les premiers soldats italiens sont arrivés sur place en Albanie et le contingent français est en mer. Leur débarquement est prévu demain ou dimanche. Leur mission, je vous la rappelle, assurer la sécurité des convois humanitaires entre la côte et la capitale, Tirana. Au Zaïre, le président Mobutu n'a toujours pas répondu à l'ultimatum du chef rebelle Laurent Désiré Kabila qui lui donne encore 48 heures pour quitter le pouvoir. Sur le terrain, la situation est la suivante. Les rebelles s'installent dans la deuxième ville du pays, Lubumbashi, et à Kinshasa, la capitale, l'atmosphère est celle, disons, d'une fin de règne. Éric Monnier. Dans les rues de Lubumbashi, la joie est débordante. Les rebelles, parfois très jeunes, sont fêtés en héros.
Quant aux militaires des forces armées zaïroises en civil, mais qui n'ont eu le temps de fuir, ils sont conspués. On se prépare à accueillir celui qu'on ne désigne plus ici que comme le libérateur, Laurent Désiré Kabila. La prise de la ville n'a fait officiellement que 3 morts côté armée régulière. Dès aujourd'hui, les commerces sont ouverts. Lundi, ce seront les mines, la principale richesse de la province du Chab. À l'autre bout du pays, dans les faubourgs de Kinshasa, autre ambiance. Mais discours semblables, les opposants à Mobutu ne cachent pas, eux non plus, leurs préférences. Nous voulons Kabila, nous voulons qu'il vienne. Il est notre Moïse, notre sauveur. Sans lui, nous resterons des esclaves. Une référence à Moïse, le prophète, ou à Moïse Tshombe, le sécessionniste du Katanga, symbole de la résistance à Mobutu dans les années 60. Ignorant l'ultimatum lancé hier par Kabila, lui enjoignant de quitter le pouvoir, Mobutu reste invisible. Son tout nouveau Premier ministre, le général Likulia Bolongo, consulte lui les ambassadeurs. Sans pouvoir stopper le compte à rebours, dans 48 heures, Kabila l'a promis, ses troupes reprendront leur offensive. Objectif cette fois, la capitale. Pendant ce temps à l'est, l'ONU a rapatrié par avion 240 réfugiés vers leur village près de Goma. Le début d'un pont aérien attendu longtemps et qui concerne 100 000 personnes. Ce n'est que dans 3 mois, mais déjà les premières cérémonies marquant la fin du bail anglais sur Hong Kong ont commencé. Ce matin, la marine anglaise a remis à la marine chinoise la base navale où elle était installée depuis 99 ans. François Cornet. Vendredi matin 11 avril 1997, base navale de Tamar sur l'île de Stonecutters au large de Hong Kong. Le drapeau britannique est amené, une page d'histoire est tournée pour la Royal Navy, l'Empire n'est plus ce qu'il était. Un drapeau plié qui efface plus d'un siècle d'histoire, tout un symbole et beaucoup de nostalgie. Mais déjà la relève est là. La base de Tamar va changer de main 2 mois et demi avant la rétrocession de la colonie britannique à la Chine. Le début de sécheresse en France a pour première conséquence le déclenchement très en avance sur la saison des premiers feux de forêt dans le sud-est. Plusieurs départs de feu ont été enregistrés aujourd'hui dans le Vaucluse, comme sur ces images, où 200 hectares ont été touchés dans la région de Roques-sur-Perne. D'autres incendies se sont déclarés en Lozère, dans le Gard et également dans le département de la Corrèze. En région parisienne, c'est le préfet de l'Essonne qui a décidé de limiter l'usage de l'eau, notamment pour les terrains de sport et les pelouses des particuliers. Un avion privé s'est écrasé sur une maison près de l'aéroport de Zurich en Suisse. L'appareil qui s'apprêtait à atterrir a percuté le toit de la maison dans laquelle il s'est, vous le voyez, véritablement encastré. Un des occupants de l'avion a été tué, malheureusement, l'autre très grièvement blessé. Personne n'a été touché dans la villa. En raison de la sécheresse, on y revient, les pollens qui provoquent des allergies au printemps sont eux aussi en avance. La pluie n'est pas là pour les arrêter. Et pour le moment, la principale cause des allergies, c'est le bouleau, EAU, pas le bouleau OT. Françoise Vallée, Christian Autain. Chaque semaine, Gérard Sulmon, comme 42 autres scientifiques partout en France, grimpe sur le toit de son laboratoire. Il vient surveiller son capteur de pollen. L'orifice ici du capteur permet donc d'entrée d'air, une quantité d'air qui correspond à une respiration humaine, c'est-à-dire 10 litres à la minute. De l'air chargé de fines particules, prisonnières de cette petite bande adhésive. Parmi elles, les pollens, dont certains sont responsables d'allergies. Analysés au microscope, les pollens sont répertoriés, comptés, afin de prévenir leur arrivée. En ce moment, eh bien, il y a un pollen qui est très abondant, c'est le pollen de bouleau et qui est malheureusement très allergisant. C'est un pollen qui est fréquent dans le nord de la France, tout au moins. Le sud est épargné par les bouleaux, mais c'est un pollen qui est très abondant et qui provoque des troubles très importants. Le pollen de bouleau, le voici. Avec la sécheresse, il est en avance par rapport à l'année dernière. La saison des pollens commence par les arbres, puis viennent les graminées. Chaque année, Nathalie appréhende les mois d'été. J'ai des éternuements et j'ai la gorge qui commence à me chatouiller. Donc c'est un gros rhume en fait. Et ça commence à se tourner en asthme.
Grâce au réseau de capteurs de pollen, les médecins peuvent désormais prévoir leur arrivée et conseiller leurs malades. On peut envisager une désensibilisation en s'y prenant très tôt, bien avant la saison, pour que l'organisme puisse bloquer ce mécanisme d'allergie pendant la période d'exposition. Il faut commencer 3 à 4 mois avant la saison. Mais heureusement pour les retardataires, il existe des traitements pour les soulager. Médecine, chirurgie très exactement. Une nouvelle méthode d'opération du genou vient d'être mise au point. Le genou est une articulation très fragile qui jusqu'à présent nécessitait la pose de prothèses lourdes. La nouvelle technique utilisée est beaucoup plus souple, plus légère et surtout, elle redonne au genou opéré toute sa mobilité naturelle. Jean-Daniel Flézaquier et Daniel Lévy. D'habitude, il répare des moteurs d'avion, mais aujourd'hui, c'est lui qui a besoin d'une révision. Ce jeune militaire souffre en effet de son genou gauche. Une série d'accidents, des ligaments qui s'arrachent et surtout une lésion du cartilage qui recouvre la base de son fémur. Le risque avec cette lésion, c'était de voir se développer une arthrose qui aurait pu détruire complètement l'articulation. Le lendemain, les chirurgiens sont à pied d'œuvre. La technique qu'ils vont employer est toute nouvelle. Ils vont en effet essayer de reconstituer le cartilage du genou à partir des propres tissus du patient, le dernier cri de la biologie. Pour cela, on a prélevé il y a quelques semaines des cellules du cartilage du malade. Ces cellules ont été mises en culture dans un milieu très spécial. Après 4 semaines, elles se sont multipliées par 10 milliards. Le précieux flacon est arrivé la veille, par avion, directement de Boston. On va maintenant couvrir la lésion avec un peu de tissu prélevé autour du tibia, ce que l'on appelle le périoste. Dans cette poche étanche, il restera à injecter les cellules et à espérer qu'elles vont combler la lésion. Ensuite commencera l'attente pendant de longs mois pour savoir si tout est rentré dans l'ordre. Sur le plan fonctionnel, il va vraisemblablement être amélioré à partir du 6e mois, disparition des douleurs, mais il faut un délai minimum de 2 ans pour espérer beaucoup plus. Jean-Pierre Farina a été le premier opéré ainsi en France. Sans cette technique, il aurait sans doute dû quitter l'armée. D'ici 1 mois et demi, 2 mois, je pourrais reprendre normalement. Ça fait combien de temps que vous avez été opéré? Ça fait 1 an. 1 an. Cette technique devrait permettre à des jeunes d'échapper à des handicaps aussi pénalisants sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Disneyland Paris fête ses 5 années d'existence. On a tout dit ou presque sur ce parc d'attractions, grandeur nature, tellement proche de la réalité que ceux qui jouent les Indiens sont de vrais Indiens installés en France depuis l'ouverture du parc d'attractions. Elisabeth Esley, Didier Rancoeur, reportage. Sitting Bull, le plus célèbre des chefs Sioux, est l'un des principaux rôles du spectacle de Buffalo Bill. Sitting Bull, c'est lui, dans le civil, Tim Rivis, un Indien, un vrai, qui a débarqué en France il y a 5 ans avec sa femme et 2 enfants. Le 3e est né ici. Les 2 aînés sont dans une école française, c'est Maria, 10 ans, qui nous sert d'interprète. À quelle tribu appartiens-tu? Nous vivions dans le Montana, dans la tribu des Blackfeet. J'étais maçon. Mon métier, c'était construire des maisons. Ma femme, Daisy, était institutrice. Pour l'un comme pour l'autre, pas de grosses difficultés d'adaptation. Dans leur réserve du Montana, le cercle familial existait, ils ne vivaient pas totalement en collectivité. Et là-bas, Tim avait participé à quelques tournages. Une affaire de famille, son frère joue dans le film Danse avec les loups. J'essaye de jouer le mieux possible. Je représente les Indiens d'Amérique pour montrer qu'on est toujours là. Moi, je suis le chef Sitting Bull, qui était un grand chef. « 70 Indiens participent actuellement au spectacle. Tous viennent directement de réserves des États-Unis ou du Canada. La sélection est sévère, parfois plusieurs milliers de candidats pour une 12aine de recrutements. Leur vie est extraordinaire puisqu'ils passent du lieu clos de la réserve à un autre monde, totalement un autre monde, l'Europe, qui les découvre et pour laquelle ils sont des stars, véritablement. Certains ne passent que quelques mois en France, mais le grand chef, lui, n'est pas pressé de rentrer. En 5 ans, il n'a pris qu'1 mois de vacances pour retourner dans sa réserve. En Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football, le PSG est bien parti pour atteindre la finale. Hier soir, en match aller des demi-finales au Parc des Princes,
Les Parisiens l'ont emporté 3-0 face à Liverpool après un premier but de Leonardo, vous l'avez vu. Le deuxième but est signé Jérôme Leroy. Et puis en début de seconde mi-temps, un troisième but signé Benoît Coët. Dimanche se courra la course cycliste de légende Paris-Roubaix avec ses fameux pavés, une légende qui n'est pas prête de s'éteindre car les entraîneurs des champions de demain, les champions en herbe, ont profité de cette semaine pour leur faire découvrir à leur tour le célèbre Enfer du Nord. Reportage Thierry Clopeau, Pierre Lepetit. Un mercredi comme les autres à Roubaix. À quelques mètres du vélodrome, dans une école désaffectée, une quarantaine de jeunes de 7 à 14 ans. Ici, au Vélo Club de Roubaix, créé en 1960, on ne badine pas avec la tradition. Les sorties d'entraînement, comme bien souvent, se font sur les pavés. Des pavés qui sont d'habitude la hantise des professionnels, mais qui n'impressionnent pas outre mesure les petits ch'timis de la petite reine. C'est pas très énervant, mais ça fait ralentir, quoi. Toi, ça te fait pas peur du tout? Quand tu fais du vélo sur les pavés, ça t'impressionne pas? Alors doucement, on reste assis sur sa selle, hein? Ici, rien n'est laissé au hasard. Jacques Lepreust, 65 ans, en connaît un rayon sur les pavés centenaires. Et il distille ses petits secrets à ses élèves qui, malgré les tressautements de la machine, l'écoutent religieusement. Julien, alors, qu'est-ce que ça te fait d'être sur les pavés, là? Bah, ça secoue, on a mal au bras à la fin. C'est très dur, ça fait mal aux bras, aux jambes, tout ça. Et ça te plaît? Un petit peu. C'est vrai, le soir, de retour à la maison, ils sont lessivés, les jeunes pousses. Mais courir sur les mêmes pavés que les héros de la télé, cela vaut toutes les courbatures du monde. Paris-Roubaix, ça fait rêver les jeunes cyclistes. Et ils ont tous besoin d'un peu de rêve quand ils entreprennent un sport. Et Paris-Roubaix, c'est vraiment le rêve hors du commun en plus. Un jour, peut-être, un petit coureur deviendra grand. Duclos Lassalle, à 6 ans, rêvait déjà devant sa télé de ces pavés du Nord. À force de courage, un printemps 92, il a réalisé le grand rêve, porter le pavé à bout de bras. Voilà, et c'est dimanche en direct, bien entendu, sur France Télévisions. Le Canadien Jacques Villeneuve, pilote de Formule 1, envisage de courir dans l'écurie Prost. Ça pourrait se faire, a-t-il dit aujourd'hui, en 1999, lorsque l'équipe aura atteint son plein régime. Le cinéma renaît en Asie du Sud-Est. Après les tragédies du Vietnam, du Cambodge, le cinéma avait pratiquement disparu de cette région du monde. La France tente de le faire revivre en organisant le premier festival de Cannes de cette partie de l'Asie. Une bataille difficile dans la mesure où l'Amérique et le Japon et leurs séries télé font la loi. Geneviève Moll, Claude Barnier, reportage. Les faces de la cour royale de Phnom Penh déployées pour honorer les participants à cette première biennale de cinéma. Et la reine Monique remet aux lauréats leur récompense, des apsaras du nom de ces danseuses sacrées de l'ancien empire khmer. Le royaume du Cambodge, longtemps absent de la scène internationale et dont le cinéma est balbutiant, tenait à reprendre sa place dans le sud-est asiatique. Et la France l'y a aidé. La France a une grosse coopération culturelle donc avec le Cambodge. Comme elle participe à la renaissance de la musique, comme elle participe à la renaissance de la danse dans ce domaine-là, elle souhaitait également participer à la renaissance donc de l'image, donc du cinéma. Et l'on n'avait pas vu cela depuis 20 ans à Phnom Penh. De vieux projecteurs chinois, au rencard depuis longtemps, remontés pour l'occasion sur la place du musée. Objectif, des séances de cinéma en plein air. Les spectateurs, qui ne sont jamais allés au cinéma et regardent beaucoup la télévision, découvrent un film d'Alain Delon, Pour la peau d'un flic. Un hommage au cinéma français dans ce pays dont toutes les salles ont été détruites pendant les années Khmer Rouge. Macha Merrill et les autres artistes français participant à cette biennale n'ont eu qu'une seule journée de détente avant de s'enfermer dans les salles de projection. Mais durant cette journée, ils se sont régalés les yeux des rives du Mékong et de ses cités lacustres. Après, fini la liberté. Bienvenue à la première biennale des cinémas d'Asie du Sud-Est. Une trentaine de films à voir venant de tous les pays de la région.
Regard croisé et regard surprenant. Il y a des disparités parce qu'il y a des pays beaucoup plus riches que d'autres. Mais ce n'est pas forcément les plus riches qui nous donnent les meilleurs films. Ou en tout cas les films qui nous indiquent le plus de choses sur la société dans laquelle ils vivent. Parce que là aussi, l'influence américaine se fait sentir et que vous avez des pays comme Singapour qui nous montrent la photocopie des feuilletons américains. Le Cambodge, lui, malgré ses drames, essaie de retrouver son identité. À 75 ans, l'un des tout meilleurs interprètes de la chanson française sort un nouvel album, Nos 4 vérités. Serge Reggiani, toujours aussi émouvant. Louis Carzou, Jean-Jacques Le Garec. Il n'aime guère les studios, panique dès qu'il faut monter sur scène, mais Serge Reggiani adore les défis. Alors il revient avec 13 nouvelles chansons, un chiffre synonyme de bonheur. Il faisait des années supplémentaires sur Terre. Il avait bu des océans cul sec avec des moins ivrognes déjà morts, des éternels changeurs de bord, sûr qu'il prenait la bouteille au sérieux, le vieux. C'était un philosophe. Avant de fêter ses 75 ans, le plus célèbre des Rital français nous offre ses 4 vérités. Tel est le titre de son nouveau disque, des vérités à fleur de chair, comme ses plus vieux souvenirs de musique. Ma mère était la 7e fille de la famille et les autres filles étaient choristes à l'opéra. Alors ses frangines lui amenaient des tas d'airs d'opéra qu'elle connaissait, etc. Ce qui fait que quand elle faisait la cuisine elle-même, en roulant la pâte, elle chantait l'opéra. Et c'est comme ça que le virus m'a pris. Mais enfin, je n'ai chanté que beaucoup plus tard, puisque j'ai chanté à 46 ans. Quand il est mort, il avait bien 100 ans, autant. Et le printemps semble réussir tout autant à Serge Reggiani, le peintre. Tandis que sa voix se repose avant le retour sur scène, c'est son regard qui l'expose, toujours avec ce même mélange d'intransigeance et de douceur. Il n'est pas mort pour des prunes, car à chaque fois il envoie ses messages de Saturne, d'idiot met l'anneau à son doigt. Il y a des ombres qui font la lumière sur terre. À la veille de fêter ses 30 ans de chansons, Serge Reggiani nous offre le plus simple, sans doute le plus beau des cadeaux, un moment de partage. Nos 4 vérités, le dernier album donc de Serge Reggiani. C'est à la limite du gag, mais les faits sont bien réels. Et bien là, depuis quelques semaines, dans la région de Montpellier, eh bien, on est victime, certains particuliers sont victimes d'un étrange commando qui se fait appeler le Front de libération des nains de jardin, pas moins. Ces militants, ces membres s'introduisent dans les jardins pour y voler les petites statuettes. Léo Lamberton, Pascal Ponce. La journée s'annonçait normale. Et pourtant, ce matin-là, en allant chercher son courrier, Lucien Allen trouve une lettre plutôt bizarre. Le Front de libération des nains de jardin. Canal hystérique, section sud. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans cette lettre? Je la lis en gros. Vous n'êtes pas sans savoir que les nains ne sont pas faits pour vivre dans les jardins, mais bien en forêt. Leur lieu naturel. Si nous n'intervenons pas, il n'y aura bientôt plus de joyeux gnomes sur notre planète. Aussitôt, Lucien Allen se précipite dans son jardin. Ces 4 nains ont disparu. Il alerte sa femme, qui du coup en perd son sens de l'humour. Ça m'a fait un peu mal au cœur pour mes petits-enfants, parce que je ne vois pas la raison de qu'est-ce qu'ils vont faire des nains qu'ils ont volés alors que ce sont des nains en plâtre. Et puis, coup de théâtre. 4 nains sont libérés cette semaine. Les ravisseurs les déposent dans le jardin des plantes de Montpellier, avec à chaque fois une carte de vœux. La secrétaire de l'Institut botanique décide alors de les prendre sous son aile et retrouve d'un coup son âme d'enfant. Se croit dans un conte de fées, puisque les petits nains arrivent dans le jardin comme ça, par enchantement. Et c'est vous Blanche-Neige? Ah ben, je vais le devenir, s'il arrive avec la collection, c'est-à-dire les 7. L'affaire prend des proportions gigantesques. Même la télévision allemande s'est déplacée, car les vols se comptent aujourd'hui par centaines. Et tous les défenseurs des nains de jardin n'approuvent pas les méthodes du Front de libération. Leur méthode présente des dangers importants pour les nains qui, relâchés brutalement dans leur milieu naturel, ne sont sans doute pas prêts à affronter leurs nouvelles conditions d'existence.
Cet après-midi, les Allènes sont venus au Jardin des Plantes dans l'espoir de récupérer leur nain. C'était le même style que celui-ci, avec le chapeau rouge. Non, non, c'est pas les nôtres. Les Allènes repartent déçus. Le plus étrange, c'est qu'ils n'ont pas remplacé leur nain de jardin, alors qu'on les trouve à 40 francs la pièce dans le supermarché d'à côté. Voilà, sur ce journal est terminé. Météo dans un instant, Isabelle Martinet, un peu plus de nuages au nord pour demain. 22h30, bouillon de culture. Bernard Pivot recevra ce soir Robert Badinter pour son livre Un antisémitisme ordinaire, Vichy et les avocats juifs entre 1940 et 1944. 23h50, l'édition de la nuit, Florence Daucher, et demain matin à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra l'ancien footballeur Dominique Rocheteau. Quant à moi, je vous retrouverai dès 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.